Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Alexandre Ventadour. Il a été élu en septembre président de l'Agence de développement économique de la Martinique. C'est un satellite économique de la collectivité territoriale de Martinique. Bonjour M. Ventadour. Bonjour M. Granier. Bonjour. Comment on est comme moi-même. Alors, on est fiers de le dire. Oui, bon. Oui. Alors, Gourmand, les deux souches, faut y aller de vie. Oui. D'ailleurs, je suis tout près de chez moi, là, entre Maternité, Mout, Redoute, c'est des endroits que je connais bien. Mais oui, la souche des Ventadour semblerait-il au Gourmand. Tout à fait. Ça fait plaisir de voir que dans cette nouvelle collectivité, il y a des jeunes qui arrivent, qu'on ne connaissait pas en politique. Et ce sont des jeunes qui arrivent parce qu'ils ont un savoir-faire, un faire savoir aussi, puisque vous m'expliquiez avant de prendre l'antenne que vous avez votre propre entreprise, que vous avez créé un certain nombre de choses, vous avez travaillé avec des grosses multinationales. C'est ça. Et que finalement, vous allez donc mettre votre expérience à la disposition des Martiniquais. C'est un peu ça. En fait, je suis avant tout un professionnel. J'ai des entreprises. Certaines ont fonctionné, d'autres pas, mais je suis un chef d'entreprise dans le combat, comme tous les chefs d'entreprise. J'ai travaillé dans le digital depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. J'ai travaillé chez Yahoo à Paris pendant 5 ans, puis chez Facebook, toujours à Paris pendant 5 ans. Et puis, depuis 5-6 ans, je suis revenu en Martinique. J'ai creusé mon trou. Et puis, il y a quelques mois, j'ai rencontré Serge Etchimi. On a discuté, on se parle beaucoup depuis que je suis revenu, depuis quelques années. J'avais profité du programme Migration Retour. On avait déjà sympathisé à l'époque. Et puis, en parlant, il voulait ma vision du digital, de la Martinique, en préparation de sa campagne. À un moment dans la discussion, il m'a dit « Non, mais il faut qu'on y aille ensemble. » Il m'a parlé de sacrifice. À l'époque, je ne mesurais pas vraiment la portée de ce mot-là. Maintenant que je suis dedans, je vois très bien ce dont il s'agit. Mais oui, j'ai décidé d'accorder une grande partie de mon temps, de mon expertise, de mon savoir-faire à la Martinique de manière beaucoup plus générale. Je reste un chef d'entreprise, je reste dans mes activités, mais j'accorde aujourd'hui énormément de temps à mes activités politiques. Ce qui est quand même assez étonnant, parce qu'on a un petit peu l'impression, en regardant le monde politique, généralement, ce sont des fonctionnaires, ce sont des avocats, ce ne sont pas des gens qui sont habitués à faire comme on dit chez nous, c'est ça au fait que ouais. Ce sont des gens qui le 25 touchent leur paye, ce sont des gens qui prennent des décisions, mais ils ne savent même pas, ils ne seront pas impactés si jamais la décision n'était pas bonne et qui risquent de perdre leur entreprise. Et je trouve ça vraiment très bien de la part de Serge Etchimi de prendre ce genre de pari, de mettre autour de lui des chefs d'entreprise, des gens du privé, de la société civile, afin de rehausser en fait tout ça. Parce qu'on se pose des questions quand même. Pourquoi les chefs d'entreprise étaient, j'ai envie de dire, bannis du monde politique, à part Yann Monplaisir. Sinon, j'en connais pas beaucoup. Alors, il y a une raison financière. Hein. Quand on est chef d'entreprise, on a la possibilité de gagner zéro, de gagner sans limite. Oui. Parce qu'on est maître de son bateau, de sa barque. Quand on est chef d'entreprise, on est normalement consacré à plus de 100% à son entreprise. C'est notre bébé. Quand on est en politique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à ce que beaucoup de mes amis ont pensé quand j'ai été élu, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent en politique, c'est ceux qui briguent des mandats extrêmement lucratifs, ou ceux qui font des additions de mandats et le font bien hein, pour beaucoup. Mais là, conseiller territorial de la collectivité, si je ne devais vivre que de ça, non. Est-ce que vous repartiez en France? Je serais reparti en France. J'avais d'ailleurs des offres il n'y a pas si longtemps. Donc non, en fait, on y va un peu par conviction, un peu par sacrifice. Et puis justement, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, c'est que je ne peux pas éternellement, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, dire « Ah, mais si on avait fait ci, si on faisait ça », et puis ne jamais tremper mon doigt là-dedans et ne jamais essayer, moi, d'être à l'origine de choses qui fonctionnent un peu mieux. Oui, j'ai une vision du privé qui est intéressante, mais maintenant que j'y suis, j'ai aussi énormément de respect pour les politiques, ceux qui ne font que ça, ou qui ont majoritairement fait ça ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, c'est beaucoup moins simple
qu'on pourrait le penser d'un point de vue extérieur, parce qu'on joue avec de l'argent public, on joue avec l'actualité, avec la vie des gens, et puis le sentiment de vouloir bien faire, mais avec certaines contraintes. Et ce que Serge Letchimy est en train d'opérer là depuis quelques mois en est la preuve. On a envie d'accélérer, mais ça doit se faire en considération déjà d'un personnel administratif qui est nombreux et qui compte sur nous et sur lequel on compte, et puis ensuite avec des sensibilités qui sont différentes, avec une vision qui est très claire, qui est affirmée, mais il y a énormément de facteurs avec lesquels composer, et c'est pas tâche facile. Maintenant, à titre personnel, je trouve ça passionnant. Combien touche un conseiller territorial ? 1600 € net. Je touche 1600 € net pour... alors, je ne sais pas qui a parlé des 35 heures, hein, mais on n'y est pas. Et ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. C'est ça. Mais, je veux dire, c'est à chacun de savoir s'organiser pour se rendre disponible. C'est à chacun de savoir organiser l'ensemble du personnel administratif qui travaille autour de nous. On n'est pas tout seul. Et il faudra une petite période d'ajustement. Je suis en plein dedans. Mais c'est faisable. Je vais perdre pendant quelques années. Mais ce que je gagne avec cette possibilité de pouvoir changer les choses ou d'amener des choses nouvelles, avec tout ce que j'apprends au quotidien sur un périmètre qui est très large en plus, parce que moi je suis quelqu'un du digital, un peu de l'économie, et puis d'un seul coup je parle attractivité, tourisme, développement économique. Ça c'est inestimable. Alors dites-moi, Monsieur Ventado, je me posais la question ce matin. La continuité territoriale, vous qui venez de Yahoo ou encore de Facebook, comment expliquer qu'il y a une telle différence sur, par exemple, le prix d'Internet en France, le prix on ne va pas parler de nourriture, on va rester dans votre domaine. Vous regardez Free, vous regardez SFR, vous regardez Bouygues, vous regardez des opérateurs qui sont là-bas, et quand vous voyez le prix pratiqué ici, est-ce que la continuité territoriale ne peut pas jouer là-dessus? Est-ce que nos élus ne doivent pas se battre pour permettre... Parce que De Gaulle avait dit, est-ce que nous sommes des Français entièrement ou des Français entièrement à part, hein? C'est ça. Donc si nous sommes Français, pourquoi ne pas bénéficier des mêmes choses que là-bas? Et dernière chose, lorsque vous regardez en France, vous avez 30 chaînes sur la TNT, la télévision numérique terrestre gratuite pour tout le monde, avec des chaînes comme TF1, comme M6. Ici, vous avez 8 France 1, 2, 3, 4, machin chouette, avec 2 télévisions locales dessus. Comment expliquer ça? Il y a une continuité à mettre en place sur l'immatériel. Internet n'est plus un phénomène de mode, c'est structurel à la société aujourd'hui. Personne ne peut vivre sans aujourd'hui, de manière directe ou indirecte. Et oui, il y a, je pense, un mépris, soit par une situation nationale, mais également par une situation mondiale. Quand on voit que Spotify ne s'est ouvert qu'au prix d'un combat mené par la Guyane, on a vu Kalash en soutien, mais il y a beaucoup de personnes qui œuvrent là-dessus depuis quelques temps. Moi-même, j'avais tenté d'écrire au patron de Spotify. Voilà, il y a ce mépris de ce petit territoire niché dans la Caraïbe, français, mais dans une région qui ne l'est pas. Et ça, il faut faire entendre notre voix. Alors, il faut pas non plus ignorer que en France, tout n'a pas toujours été rose. On n'a pas toujours eu des abonnements à triple play à 14,99 €. Il y a eu aussi un univers concurrentiel, et notamment l'arrivée de Free extrêmement fort, qui a bousculé énormément de choses. Moi, je me souviens que j'étais chez Facebook et je m'occupais de SFR. Quand Free est arrivé sur scène, Niel est arrivé en disant « Vous êtes des moutons, vous vous faites entuber depuis des années », en brandissant une facture SFR et en expliquant que Free allait tout casser, avec les forfaits à 10 €, à 2 € et même gratuits pour les déjà abonnés de la box. Donc il y a quelque chose qui se passe un peu partout dans le monde, qui se passe un peu moins chez nous, c'est-à-dire qu'on a un univers concurrentiel qui est moins dense. Il y a une concentration à la fois du business et des pouvoirs qui fait que finalement la libre concurrence ne stimule pas le prix. Et donc du coup on en est un peu tributaire. Ça, il faut arriver à se le réapproprier d'une part, et d'autre part sur des questions qui concernent la TNT. Là, on est vraiment sur de la continuité territoriale. Oui, il faut monter au créneau. Ça fait partie de mes prérogatives. Donc c'est quelque chose qui me concerne assez. Les médias, c'est quelque chose qui me concerne. Donc on va y travailler. Je vais vous expliquer alors quelque chose sur la TNT, et puis après on passera à des choses beaucoup plus ciblées sur ce que vous faites à la CTM.
Lorsque le CSA doit donner une autorisation, je prends le cas de Zouk Télévision. Nous existons depuis 21 ans. Apparemment, beaucoup de personnes semblent bien aimer Zouk Télévision, oui. que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, Guyane. Mais sur la TNT, nous étions que sur la Martinique. Le CSA, 10 ans après, donc, fait un renouvellement d'autorisation. Donc, ils font un appel aux candidatures. Donc, il y a eu 4 personnes qui ont posé candidature. Et le CSA demande à la CTM, l'ancienne mandature, un avis consultatif. Ils ne sont pas obligés de suivre, mais c'est un avis d'après la loi que les 4 candidats ont... Chaque fois que je parle de ça, ça me fait rigoler. Les 4 candidats ont eu un avis très favorable. Les gens du CSA m'ont appelé pour me dire, mais c'est quoi vos élus? On ne tranche pas. Voilà, on ne tranche pas. Donc comment eux, à 8000 km, peuvent prendre la bonne décision si ceux qui sont ici... Oui. Là, le problème, c'est que ceux qui sont ici n'ont même pas compris la question du CSA, parce que je reçois plein de politiques sur ce plateau, et ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Donc, c'est pour ça que je suis content de voir des jeunes arriver. Bon, je ne suis pas contre les plus anciens, mais je veux dire, vous êtes dedans, c'est votre trip là, c'est votre job là. Vous savez de quoi on parle. C'est notre mission. Moi, le monde des médias, je connais très bien, parce que Facebook n'est qu'une régie publicitaire. Bien sûr. Sortie de tout le reste. Moi, j'ai vendu des encarts publicitaires, j'ai évangélisé sur des pratiques publicitaires. Donc, c'est un monde qui me concerne et auquel je serai attentif. Donc, c'est ma promesse là sur ce plateau. Maintenant, dans ce genre de cas de figure-là, quand il y a 4 personnes et que les 4 demandent, et j'ai le cas déjà depuis quelques mois sur d'autres sujets, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se prononcer en se disant je vais avantager l'un, mais pourquoi pas par rapport à l'autre. Et c'est là que je pense qu'il faut finalement mettre en place des critères très objectifs en essayant d'évaluer. Voilà, il y a 3 forces en présence. Qui est au-dessus de qui vaut quoi, et à partir sur cette base-là, pouvoir mettre en place des avis favorables ou défavorables. Très bien. Alors, vous êtes aussi responsable, vous êtes président de la commission attractivité, développement économique, numérique et tourisme. Alors justement, avec cette pandémie, là encore, vous êtes en plein dedans. J'ai envie de dire que vous êtes arrivé en plein dans le job, quoi. Oui, on n'a pas eu de round d'observation, comme on dit. Dès la première semaine, on était déjà avec le président Serge Letchimy au four et au moulin. On était à consulter un peu tous les corps de métier, d'avoir du ressenti. Alors, pas uniquement sur la crise, mais quand même beaucoup, mais sur l'ensemble de l'activité et leurs attentes. Donc non, on n'a pas eu le temps de se reposer. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait 4 mois que je suis à flux tendu. Maintenant, c'est une crise qui est mondiale. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas ignorer. Et j'ai envie de dire qu'on essaie d'embrasser la mission parce qu'elle s'impose à nous. On n'a pas le choix, on ne peut pas tourner la tête. Maintenant, il faut également considérer à la fois l'instant et puis à la fois la perspective. Parce qu'un chef d'entreprise, de toute façon, il ne se nourrit que d'une chose, c'est de l'espoir d'un jour meilleur. Qu'il soit déjà bien ou qu'il soit au fond. C'est-à-dire qu'on est nourri par l'espoir, demain ça ira mieux, j'aurai des nouvelles opportunités, etc. Et c'est la raison pour laquelle, alors c'est pas la question, mais moi je suis complètement épaté, alors que j'en suis un, de voir régulièrement des gens me solliciter sur des projets, sur de la perspective. Et je leur dis, mais comment ça va pour vous? Ça va très mal. Mais on réfléchit déjà au jour d'après, on n'a pas le choix, quoi. Il y a un phénomène naturel que j'aime beaucoup, c'est celui du requin. Le requin, c'est une grosse bête, mais le requin a une particularité, c'est que s'il arrête de nager, il coule. Il coule. Et ça, je trouve que ça décrit assez bien ce que c'est que et s'il arrête de manger, il meurt. Il meurt, voilà. Donc, on est... alors, pour expliquer ce qui se passe en ce moment, il y a un fonds de solidarité d'État qui a été mis en place, qui a été voté en août. Donc c'est un fonds de solidarité, donc c'est pas le premier, on en est à la 4e vague, et qui vient accompagner les entreprises qui, pendant les mois de juillet et d'août, ont subi les conséquences graves de la crise sanitaire. Le problème qui se passe avec le Fonds de solidarité national, c'est que sur notre territoire, avec certaines particularités, il laisse de côté beaucoup d'entreprises. Ce qu'on a essayé de faire, ce qui a été voté, c'est un budget de 22 millions pour permettre
d'améliorer, d'abonder, de compléter les dotations de l'État. Et donc, c'est 22 millions qui sont une subvention à laquelle il faut souscrire via une plateforme qui a été mise en place, qui a été très bien faite, qui est assez ergonomique pour que quelqu'un qui sache un peu faire puisse le faire tout seul, ou que quelqu'un qui se fasse accompagner par Martinique Développement, la CCI, un expert comptable, puisse aussi très rapidement faire sa demande de subvention. Donc ça concerne plusieurs types d'activités et 2 scénarios principaux. C'est mon entreprise a fermé parce qu'elle était obligée de le faire, fermeture administrative, ou mon entreprise a connu un ralentissement et une perte de 40%, de plus de 40% de mon chiffre d'affaires. Il y a 2 contraintes, c'est avoir une entreprise qui fait moins de 2,5 millions de chiffre d'affaires et qui a moins de 50 salariés. Donc en gros, on a voulu aider principalement les TPE, mais on a en Martinique, c'est plus de 85%, 90%. Les TPE, c'est-à-dire très petites entreprises. Très petites entreprises, par opposition aux petites et moyennes entreprises ou aux grandes entreprises, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est un premier dispositif qui a été mis en place. Un deuxième consiste en un prêt qui est délivré par Initiative Martinique, donc il y a un autre satellite de la CTM qui est présidé par Lydia Beaulieu. Et là, il s'agit d'un prêt qui va aller jusqu'à 60 000 euros. C'est un prêt d'honneur à 0%, avec un différé de paiement de 1 an et qui permettra, on l'espère, aux entreprises de pouvoir recomposer un peu de leur trésorerie, quoi. Donc ça, c'est les dispositifs qui sont en cours en ce moment. Vraiment, les équipes de la CTM sont à pied d'œuvre. Je n'avais pas de mauvaise opinion des administratifs, même si j'ai eu, comme tout chef d'entreprise martiniquais, des déboires. Mais j'ai rencontré des gens qui bossent. Je peux dire et témoigner que y a des gens qui comptent pas leurs heures comme je pensais que c'était d'usage dans l'administration. Et il y a vraiment des gens qui font le job. Donc on espère qu'on va répondre à l'urgence par l'urgence, parce qu'il y a déjà des dossiers instruits. On espère que les délais de traitement, donc les délais de traitement sont courts parce qu'on se met vraiment à pied d'œuvre, mais qu'on sera en capacité de régler très très rapidement pour pas prolonger ce qui n'est qu'une aide sur juillet, août, quoi. Sachant que le mois de septembre a été difficile et que malheureusement, encore aujourd'hui en Martinique, on n'est pas sorti de cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique, quoi. Ouais. Alors justement, quel regard vous portez sur le monde économique martiniquais globalement? C'est sûr qu'on espère s'en sortir, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pertes? Beaucoup ont perdu leur outil de travail? Alors, selon l'INSEE, il paraît qu'on est un des territoires qui s'en sort le mieux et qui tient le mieux le coup. Je pense que c'est aussi dû à la structure des actifs en Martinique. Ouais. Il y a un niveau de fonction publique qui est supérieur à la moyenne nationale. Il y a aussi des entreprises qui ont su ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Moi, j'ai beaucoup d'amis chefs d'entreprise. Certains sont très confortables. Et en fait, il y a une sorte de particularité au chef d'entreprise martiniquais qui réussit, c'est qu'il a au moins 3 types d'activités. Il a son activité principale et puis il va avoir des bêtes, il va avoir des voitures de location, il va investir dans à peu près n'importe quoi, mais il y a cette espèce de vélocité du chef d'entreprise martiniquais qui, je pense, lui a permis de tenir un peu plus le coup. Mais il ne faut pas se leurrer. Là, on est en train de creuser un trou dont je ne suis pas sûr qu'on arrive à le résorber rapidement. Parce que j'ai des discussions, on en parlait tout à l'heure, sur le rebond. Quand est-ce qu'on rebondit, M. Ventadour? Qu'est-ce qu'on met en place, etc. Mais le rebond, il a déjà opéré au niveau national, au niveau mondial. Je voyage régulièrement. Les questions ne sont plus les mêmes dans le reste du monde. Les gens ne sont plus à se demander qu'est-ce qui va arriver après la crise. Ils ont déjà composé avec la crise pour rebondir sur des investissements, préparer l'année 2022, les JO en 2024. Voilà, dans le monde caribéen, dans le voyage, dans le tourisme, etc., on ne nous a pas attendus. Et ce dont j'ai extrêmement peur, c'est que à force de continuer d'enrayer ce processus, on creuse un trou qui soit trop difficile à résorber et qu'on ne soit pas en capacité d'embarquer. Parce que c'est pas simplement le rebond des entreprises. C'est aussi le rebond des consommateurs. C'est aussi le rebond de tout un territoire, de toute une attractivité à recréer pour que des gens aient envie de venir en Martinique, d'investir en Martinique et pour que nos entreprises martiniquaises aient envie de continuer d'entreprendre en Martinique, voire de s'exporter. Et pour engager tout ça, il faut absolument et très urgemment sortir de la mauvaise passe dans laquelle on est, qui est catastrophique. C'est d'abord une catastrophe humaine, c'est une catastrophe de société.
Il n'y a jamais eu autant de divisions au sein de la nation martinique qu'aujourd'hui. Et c'est pas simplement dû au Covid. Hein. C'est un long processus qui est engagé, sur lequel on a beaucoup fermé les yeux et qui aujourd'hui nous explose un peu à la figure. Moi, avec ma casquette un peu économie, j'appelle de mes voeux à ce que tout cela se rationalise, se cantonne à des discussions qui doivent continuer d'avoir lieu, mais qui sont des discussions démocratiques et qui nous tirent vers le haut, et puis qu'on reprenne le sens de nos activités, le sens du travail, le sens du partage. On a Noël qui arrive. Oui. On a des chantés Noël qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire à Noël? On ne fait plus de chantés Noël. Ça fait déjà 2 ans qu'on a raté. Alors le carnaval, on a su s'en créer un. Mais il faut reprendre le sens, pas d'une normalité, mais de ce qui nous définit de manière très identitaire. La Martinique, c'est aussi ces moments-là. Et j'espère qu'on sera à même de pouvoir les vivre rapidement. Vos premiers pas, là, c'était, mais pas tellement, c'était des plénières. Ouais. Ça a été sportif. Oui. J'ai vu la reine de l'intérieur en physique déjà, et puis aujourd'hui elles sont virtuelles. Alors la dernière, j'ai le suivi par intermittence parce que je représentais le CMT dont je suis l'un des vice-présidents au lancement du village de la Transat Jacques Vabre, qui est un très très bel événement et qui va faire partie des événements, je pense, qui vont nous permettre de rebondir. Mais oui, les plénières, c'est hyper intéressant. Moi, je voyais ça d'un œil très amusé. Hein. J'attendais les punchlines, ça se partageait sur WhatsApp, et c'était beaucoup c'était pas forcément des très bons moments. C'est des moments très colériques, c'était des moments de ressentiment, c'est des moments de conflit. Il y a encore des discussions très très vives, mais j'ai l'impression que le ton et ce que le président Salibert met en place, il contribue. Le ton s'est apaisé, qu'on commence à être vraiment dans le sens du travail. Et puis, je pense que sur les 7 prochaines années, on n'a pas d'autre choix que de travailler, parce que on sort d'une situation qui est, que j'estime, moi, passable, alors qu'on devrait être dans une situation d'excellence. On a vraiment les ingrédients, la Martinique, de par notre situation géopolitique, de par notre culture, et puis de par la martinicalité, l'espèce de magie martiniquaise dans l'entreprise, dans la façon de vivre. On a le moyen d'être un territoire excellent, d'être une région excellente, avant de penser pays, d'être une région excellente. Est-ce qu'on pourrait dire la Martinique avant tout, un petit peu comme Trump faisait pour les États-Unis? Parce que aux nouvelles ce matin, j'entendais que les touristes choisissent la Guadeloupe en ce moment. Ouais. Ils vont en Guadeloupe et puis dans un pays espagnol. Ouais. La Martinique, pour l'instant, n'est pas citée. Voilà, République dominicaine. Ouais, la Martinique, il faut qu'on réagisse. La Martinique reste dans le cœur des Français. Et beaucoup font la distinction entre Guadeloupe et Martinique, la connaissent en tout cas. Maintenant, on est sous le radar, c'est-à-dire que il faut se poser une question. Je ne suis pas martiniquais, donc je ne suis pas dans le non-non martiniquais. Je vois la Martinique de la télé, au journal, etc. Qu'est-ce que je vois de la Martinique? Je vois ce qu'on sait, ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça définit la Martinique? Non. Parce qu'au-delà de ce qui est en train de se passer, dans le même moment où il y a un combat à l'hôpital, dans le même moment, il y a plein d'événements de solidarité, plein de choses qui se mettent en place, etc., etc. Mais c'est comme quand les banlieues brûlaient en France et qu'on disait, les Américains avaient l'impression que toute la France brûlait. Je ne dis pas que ce qu'on est en train de vivre est un épiphénomène, je dis que ça ne nous définit pas et que malheureusement, si on n'affirme pas le contraire, c'est ce qui va nous définir auprès des gens. Donc il faut absolument qu'on séduise à nouveau le monde entier, qu'on se rende attractif. Parce que la Guadeloupe, pour plein de raisons, nous est passé devant, et j'ai pas envie d'être en compétition avec l'île Sœur, mais il y a une compétition mondiale. Il faut attirer du monde, il faut attirer pas simplement des touristes, hein. Il faut pousser les Martiniquais à vouloir rentrer chez eux. Ça, c'est un problème extrêmement fort, démographique, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et moi, très sincèrement, dans ma sphère d'amis, parisiens, bordelais, lyonnais, ou canadiens, peu importe, quand j'ai annoncé que je revenais vivre en Martinique il y a 6 ans, on m'a traité de malade, parce qu'en plus je bossais chez Facebook. Aujourd'hui, il y a eu un appel d'air intéressant avec la pandémie, parce que les gens sont venus travailler de Martinique, et il faut absolument s'appuyer là-dessus pour pouvoir rebâtir, recomposer un peu le territoire. Malheureusement, là, on est en train de donner une très mauvaise image de nous-mêmes aux autres. Et pour nous-mêmes et pour les autres, il faut absolument qu'on change ça.
Alors, pour terminer, la Transat, Ouais. qui va arriver bientôt, ce sera à peu près sur une quinzaine. Il y aura des Oui, festivités. ce sur sera une entre le quinzaine. 20 et le 25 novembre. Est-ce qu'il y a des précautions précises? Est-ce qu'on va demander, par exemple, à tous ceux qui arriveront de faire des tests PCR ou simplement être vaccinés? Alors, de toute façon, les navigateurs sont vaccinés. Alors j'ai envie de dire que c'est un peu Oui, cocasse parce qu'ils sont deux, ils sont deux sur l'eau. D'ailleurs, il y a un Martiniquais, Éric Barré. Oui, Éric Barré. Ils sont deux sur l'eau, donc j'ai l'impression que la pression n'est pas à mettre sur ces pauvres sûr, marins non, qui mais je ont parle déjà des touristes traversé qui viennent l'Atlantique. autour de ça. Ben, les touristes, que ce soit pour la Transat Jacques Vabre ou autre, quand on voyage sur la Martinique, on nous demande notre passe sanitaire et pas nécessairement des tests, ce qui fait débat. Et il n'y aura pas d'aménagement particulier pour la Transat Jacques Vabre. Il faudra avoir le pass sanitaire pour pouvoir venir en Martinique et y participer. Sans doute que dans le village, au sein même du village, le pass sanitaire sera demandé. Je voudrais juste finir, moi, sur ce pass sanitaire. Qu'on décide de multiplier les tests, ce qui devient coûteux, ou qu'on décide de se vacciner une fois pour toutes, aujourd'hui, c'est devenu un sésame, c'est devenu un moyen au niveau national, voire international, de pouvoir se déplacer, vivre des expériences, aller au restaurant, etc., etc. Il faut avoir un peu d'humilité. Il n'y aura pas nécessairement de grandes exceptions martiniquaises sur la base du fait que les Martiniquais sont plus sceptiques que d'autres. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a un instrument qui permet de vivre certaines choses. Cet instrument, c'est le pass sanitaire et qu'il faudra de toute façon composer avec. Et je connais beaucoup de Martiniquais qui se déplacent ailleurs dans le monde en ce moment et qui utilisent leur pass sanitaire pour faire toute espèce de choses. Monsieur Votado, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié Monsieur nos Granier. échanges et vous reviendrez quand vous voulez. Avec plaisir. Avec plaisir, Oui. plaisir partagé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de l'Agence de développement économique De de la Martinique Développement, Martinique oui. Développement. Et de la commission attractivité, développement économique et numérique et tourisme. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente monsieur journée. Granier. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt.